L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Père Augustin Lafay, bonjour. Vous êtes dominicain français de la province de Toulouse, en mission ici à Rome depuis janvier 2020 comme archiviste de la Maison généralice des Dominicains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord en quoi consiste votre travail ici auprès de votre ordre ? Je suis archiviste général de l'ordre des prêcheurs, c'est-à-dire responsable des archives historiques de l'ordre, d'un ordre qui a 8 siècles et qui s'étend sur tous les continents. Donc ce sont des archives complexes, partielles aussi, à cause des vicissitudes de l'histoire, mais qui témoignent de la richesse de l'activité dominicaine dans le temps. Donc il y a une valeur patrimoniale importante qui explique que de nombreux chercheurs en fait frappent à notre porte pour demander à les consulter. Alors justement, les gens qui consultent ces archives, ce sont surtout des dominicains eux-mêmes ou des doctorants laïcs. Quels sont un peu les profils des gens qui ont recours à ce matériel ? Alors la majorité des personnes qui consultent ces archives sont des chercheurs universitaires, des doctorants, alors, qui viennent d'un grand nombre de pays, alors, principalement du monde occidental, Europe, États-Unis, mais aussi d'Amérique latine, parfois d'Asie. Donc j'ai fait une petite étude statistique il y a 2 ans, et donc en 1 an, 38 nationalités donc étaient représentées parmi les demandeurs, pour un total de 300 demandes pratiquement. Évidemment, les Italiens sont majoritaires, les Français sont très nombreux parce que je suis français et que ça les encourage à être compris, mais il m'est arrivé de recevoir dans la même journée des Polonais, des Biélorusses, des chercheurs de pays très très lointains. Est-ce que vous avez une idée globale du nombre de documents conservés ici et un peu leur répartition géographique ou linguistique ? Alors, ce sont des archives donc dont les plus anciennes remontent au début du XIIIe siècle. Il n'y a pas d'archives absolument contemporaines de Saint-Dominique, qui est mort en 1221, mais on a les actes, par exemple, les copies d'actes des premiers chapitres généraux qui datent des années 1230-1240, donc quelques années seulement après sa mort. Le volume n'est pas très important pour un ordre. Et c'est de l'ordre de 600 mètres linéaires. Vous savez que dans les dépôts d'archives, dans les bibliothèques, on compte en mètres de rayonnage, ce qu'on appelle des mètres linéaires. Et donc, il y a à peu près 600 mètres. C'est très peu à côté des dizaines de kilomètres d'archives qu'il y a dans les archives vaticanes. C'est beaucoup moins que les jésuites, qui ont 4 siècles de moins d'existence de moins que les dominicains, qui ont des archives beaucoup plus importantes. Parce que la tradition administrative de l'ordre joue beaucoup. Les archives qui sont conservées ici sont principalement des archives qui sont liées au fonctionnement institutionnel de l'ordre, c'est-à-dire aux chapitres généraux. L'ordre des prêcheurs, avec les autres ordres mendiants au début du XIIIe siècle, invente les instruments de la démocratie, et ça se manifeste notamment par des réunions pré-synodales, si je puis dire, qu'on appelle des chapitres généraux, qui au XIIIe siècle se déroulent tous les ans, qui sont des réunions internationales des frères et qui produisent un texte avec des ordinations, c'est-à-dire des lois qu'on appelle les actes des chapitres. Donc les actes des chapitres, et puis la correspondance du maître de l'ordre avec les provinces, c'est-à-dire les échanges qu'il y a entre le successeur de Saint-Dominique et les différentes entités dominicaines sur la terre représentent en quelque sorte les 2 sections piliers des archives. Puis après se greffent énormément d'autres choses, parfois des fonds plus personnels qui ont été déposés là un peu par l'aventure, le hasard. Alors vous-même, vous n'êtes pas archiviste de formation, vous êtes historien. Comment se fait la ligne de démarcation entre ces 2 métiers ? Si vous voulez, un archiviste, c'est un cuisinier. Il prépare le repas pour les autres. Alors, en l'occurrence, l'archiviste doit accueillir les documents qu'on lui donne, les classer, veiller à les conserver le mieux possible et les communiquer. Voilà, ce sont ses fonctions essentielles.
l'historien est un ogre, disait Jacques Le Goff, hein, c'est un mangeur, donc c'est les clients du restaurant, hein. Et moi, je préfère consommer des archives que les conserver. Mais bon, par la grâce de l'obéissance religieuse, hein, je suis tenu de faire ce travail d'archiviste que m'a demandé le maître de l'ordre, c'est-à-dire le successeur de Saint Dominique actuel. Dans votre parcours personnel, dans votre formation, quels ont été vos domaines de spécialisation, votre sujet de thèse? Est-ce que vous êtes historien de l'ordre des Dominicains ou est-ce que vous avez d'autres champs d'études? Je me suis intéressé dès mes études à l'université avant d'entrer dans l'ordre. Je me suis intéressé à l'histoire religieuse et plus particulièrement à l'histoire de la vie religieuse, mais pas dominicaine, plutôt monastique au début, cistercienne même, donc à l'époque moderne et à l'époque contemporaine, du XVIIIe à nos jours. Parce que il me semblait qu'à travers l'histoire des religieux, l'histoire des moines, on pouvait, par une espèce d'effet loupe, voir ce qui se passait dans toute une société et examiner plus profondément, avec un échantillon réduit d'humanité, un concentré d'humanité en quelque sorte, toute une série de problèmes qui surviennent dans une société, et puis voir également, pour moi qui suis un historien croyant, voir quelque chose de l'action de Dieu dans ses vies, dans ses itinéraires. Et dans votre vocation personnelle, qu'est-ce qui vous a orienté vers les Dominicains? Alors, ce qui m'a orienté vers les Dominicains, c'est sans doute la possibilité de prêcher, d'étudier, d'enseigner, le désir de la vie religieuse et notamment de la vie commune qui est à la base de la vie religieuse. Je l'ai eu très tôt. Les modalités dans lesquelles pouvait être vécue cette vie commune, cette vie avec des frères, vous voyez, on mis du temps à se préciser. Mais c'est vraiment cette possibilité de prêcher, de prêcher ce que j'avais contemplé, qui m'a attiré, hein, dans l'ordre des prêcheurs, donc ce qui est le charisme propre, hein, des dominicains. Est-ce que votre service d'archiviste ici vous amène aussi à collaborer avec d'autres congrégations religieuses? Est-ce qu'il y a des échanges, des colloques universitaires ou des échanges de documents, par exemple, qui vous permettent d'entrer en relation avec d'autres traditions spirituelles? Oui, parce qu'un ordre religieux, vous savez, ce n'est pas une île, plutôt l'élément d'un archipel, hein. Si c'est une île, elle appartient à un archipel. Et donc, on voit bien qu'il y a des relations entre ordres religieux, alors des relations qui sont de l'ordre du fraternel ou du fratricide, hein, suivant les époques. On sait bien qu'au XIIIe siècle, les rapports avec les franciscains ont été très compliqués, hein, alors même que François et Dominique, qui sont exactement contemporains, hein, qui se sont sans doute rencontrés à Rome, au Latran en 1215, portent des intuitions voisines. Mais les ordres se sont combattus, disons, d'une certaine manière, et complétés aussi. Et il en est allé de même avec les jésuites, hein, quand ils sont nés, qui se trouvaient un peu sur les mêmes terrains de chasse que les dominicains, avec un apostolat d'ordre intellectuel qui les rendait assez concurrents d'une certaine manière des dominicains pour certaines questions. Et donc il y a des relations qui laissent des traces, évidemment dans les archives, et qui sont intéressantes aussi pour comprendre comment on vit dans l'Église, comment on est appelé à vivre, c'est-à-dire la vie chrétienne, c'est pas une seule tête et rien qui dépasse, hein, mais c'est aussi une espèce de pluralité, de symphonie, si on veut prendre des images qui ont été employées par des théologiens du XXe siècle. Au niveau du Vatican, vous êtes aussi membre du Comité pontifical pour les sciences historiques. En quoi consiste votre travail au sein de cette institution? Alors le Comité pontifical des sciences historiques a été fondé par le pape Pie XII pour participer à des grands événements historiques internationaux. Et donc il regroupe des historiens qui sont essentiellement des historiens laïcs, des universitaires, de tous les continents, qui s'intéressent à toutes les périodes historiques, qui organisent aussi, qui réfléchissent, qui essayent de réfléchir ensemble à des questions qui peuvent leur être posées, hein, par le comité pontifical ou par des instances religieuses ou par le pape lui-même, et puis qui organise donc des colloques. Il y a une espèce de vie universitaire, de vie académique,
qui est organisé autour de ce comité, qui est aussi une occasion de rencontre. Quels sont les sujets d'études actuellement sur lesquels vous vous planchez? Actuellement, moi, je travaille beaucoup sur la figure de Jacques Maritain et sa présence à Rome. Jacques Maritain, donc le grand philosophe français, moins étudié philosophiquement aujourd'hui en France qu'il ne l'est aux États-Unis ou en Italie ou en Grande-Bretagne, de manière assez paradoxale. Jacques Maritain donc a été, à la demande du général de Gaulle, ambassadeur de France à Rome après la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1945 et 1948. C'était pas du tout un diplomate de carrière, mais il a accepté de rendre ce grand service à l'Église et à la France pour clarifier les rapports institutionnels entre la France d'après-guerre et le Saint-Siège. Et donc Jacques Maritain a voyagé en Italie de nombreuses fois entre la Première Guerre mondiale et puis la clôture du Concile Vatican II, à laquelle il était invité par le pape Paul VI, qui l'estimait énormément, qui l'appelait mon maître. Et Jacques Maritain donc a laissé une trace profonde à Rome, dans la culture italienne, à l'ambassade de France près le Saint-Siège également. Et donc j'ai travaillé en particulier ces dernières années pour essayer de souligner cette trace, essayer de l'étudier davantage. Donc. Vous avez l'impression que le Vatican demeure aujourd'hui un espace privilégié pour la recherche historique? Par exemple, est-ce que l'ouverture des archives de Pie XII a eu un impact sur la communauté des historiens en créant une sorte d'émulation autour de l'histoire contemporaine du Saint-Siège? Alors oui, il y a un intérêt très grand pour l'histoire contemporaine du Saint-Siège. Il y a un intérêt qui est un signe finalement d'une certaine vitalité ecclésiale. C'est bien d'ouvrir des archives, et je le fais également à Sainte-Sabine pour les archives de l'Ordre des prêcheurs, y compris pour traiter de sujets difficiles et peu glorieux. Ce grand intérêt manifesté par les historiens d'histoire contemporaine pour les archives du Vatican, comme on dit, mais aussi pour les archives des ordres religieux, manifeste l'importance de l'Église, le sens de sa présence dans le monde actuel, et permet de découvrir aussi la variété, la richesse de son action. Est-ce que la mise à disposition de la connaissance est aussi un acte de charité d'un point de vue chrétien? Le partage de la connaissance peut aussi être vécu comme un acte religieux en tant que tel? Oui. Il me semble que oui, et d'ailleurs on y était invité encore récemment par le pape François, et les textes courts qu'il a publiés, adressés aux historiens, encourageant à s'intéresser à la littérature, sont une invitation à aller dans ce sens, à faire cette charité de la vérité, mais aussi de la culture, à partager cette culture. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.